Une énigme antérieure aux Sumériens et aux Égyptiens. Avez-vous déjà entendu parler des mystères de la civilisation arapéenne? Une culture qui a prospéré avant les Sumériens et les Égyptiens, laissant derrière elle des villes planifiées, des systèmes d'égouts avancés et une écriture mystérieuse que la science n'a pas encore réussi à déchiffrer. Malgré toutes les découvertes archéologiques, de nombreux secrets de cette civilisation restent cachés, et certains la considèrent comme l'une des sociétés les plus intrigantes de l'histoire. Qui étaient les Arapéens et pourquoi ont-ils disparu sans laisser de traces compréhensibles? Ont-ils été victimes de catastrophes climatiques, de migrations ou même d'invasions? Ou bien s'est-il passé quelque chose d'encore plus énigmatique? Dans cette vidéo, nous allons voyager dans le passé pour explorer les détails de cette civilisation qui est apparue il y a plusieurs milliers d'années dans la région du fleuve Indus, en Asie du Sud, et qui reste aujourd'hui encore entourée de questions sans réponse. La civilisation arapéenne, également appelée civilisation de la vallée de l'Indus, précède non seulement les grandes cultures de l'Égypte et de la Mésopotamie d'un point de vue chronologique, mais elle présente aussi des avancées urbaines et technologiques impressionnantes. Préparez-vous à découvrir des villes monumentales, des technologies sanitaires surprenantes et une écriture indéchiffrable qui attend encore sa propre pierre de Rosette pour révéler ses histoires cachées. Chapitre 1. Une civilisation plus ancienne que les Égyptiens et les Sumériens. Lorsqu'on parle de civilisations anciennes, les images qui nous viennent en tête sont souvent celles des pyramides d'Égypte ou des ziggourats de Mésopotamie. Après tout, ce sont des icônes largement étudiées et connues depuis des siècles. Pourtant, des fouilles archéologiques menées entre le Pakistan et l'Inde ont mis au jour une histoire qui remet en question notre compréhension des premières sociétés complexes. Il s'agit de la civilisation arapéenne, aussi ancienne, voire plus, que les célèbres cultures du Nil et de la Mésopotamie. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette civilisation n'était ni isolée, ni en retard. Bien au contraire, elle possédait des villes au plan d'urbanisme extrêmement sophistiqué. La redécouverte au XXe siècle, l'Europe du XIXe siècle connaissait déjà des avancées significatives en archéologie. Mais ce n'est qu'au tournant du XXe siècle que le monde fut surpris par la découverte de ruines grandioses dans la vallée de l'Indus. La première grande mise au jour eut lieu en 1921 dans la région d'Harappa, dans l'actuel Pakistan, donnant son nom à la civilisation. Un an plus tard, une autre immense ville, Mohenjo-Daro, fut identifiée, éclairant l'existence d'un peuple préhistorique qui jusque-là n'était qu'une simple note en bas de page dans l'histoire ancienne. Un succès urbain millénaire, alors que les Égyptiens construisaient des pyramides monumentales et que les Sumériens érigeaient de grands temples et palais, les Arapéens avaient adopté une urbanisation centrée sur la qualité de vie et l'organisation collective. Leurs villes étaient planifiées avec des rues larges et droites, parallèles et perpendiculaires, formant des quadrillages qui rappellent certains quartiers modernes. Les blocs d'habitation étaient bien délimités, et chaque maison disposait de salles de bain et de systèmes de drainage permettant d'évacuer l'eau utilisée vers des canaux souterrains. Cela prouve que l'ingénierie sanitaire n'est pas une invention récente de l'histoire humaine, mais bien l'un des grands accomplissements de cette société très ancienne. Une énigme qui défie le temps. Plus les archéologues creusaient, plus le mystère s'épaississait. Il était évident que la civilisation arapéenne entretenait des liens commerciaux avec d'autres régions, car des sceaux et des objets similaires ont été retrouvés dans des lieux lointains, y compris en Mésopotamie. Pourtant, aucun palais ni temple monumental n'a été découvert, contrairement à ce que l'on observe dans d'autres cultures de l'âge du bronze. Où étaient donc leurs dirigeants et chefs religieux? Leurs pratiques spirituelles étaient-elles radicalement différentes? De plus, au lieu de laisser des inscriptions détaillées comme les hiéroglyphes égyptiens ou l'écriture cunéiforme mésopotamienne, les Arapéens utilisaient de petits sceaux ornés de quelques symboles,
dont la signification demeure incompréhensible à ce jour. Chapitre 2. La sophistication urbaine de Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro est l'icône par excellence de la civilisation de la vallée de l'Indus. Un exemple concret, ou plutôt archéologique, d'un centre urbain hautement développé qui existait déjà vers 2600 avant notre ère, voire plus tôt encore. Ces caractéristiques urbanistiques rivalisent avec celles de certaines villes modernes en termes d'organisation et de soucis du bien-être public. Un plan en quadrillage et des zones résidentielles. L'un des premiers aspects surprenants de Mohenjo-Daro est son agencement en quadrillage. Les rues principales s'étendent du nord au sud, tandis que les voies secondaires se déploient d'est en ouest, formant des blocs presque parfaits. La majorité des maisons, construites en briques cuites au soleil, possèdent une structure bien définie, avec des espaces de vie distincts, des cours intérieurs et même des zones dédiées au stockage de l'eau et des denrées alimentaires. Tout cela suggère que les habitants de cette ville étaient particulièrement attentifs au confort et à la fonctionnalité. Au-delà du quartier résidentiel, les fouilles ont révélé des espaces qui pourraient avoir servi d'ateliers artisanaux et de marchés. Des indices indiquent que les activités commerciales se déroulaient dans des zones spécifiques, où l'on échangeait des produits tels que la céramique, les métaux et les textiles. Ainsi, Mohenjo-Daro était une ville animée, remplie du bruit des marteaux, des forges et des tours de potiers. Cette civilisation fascinante, qui précède de plusieurs siècles les Sumériens et les Égyptiens, nous laisse un héritage encore largement inconnu. À mesure que de nouvelles fouilles avancent, pourrions-nous enfin percer le secret de l'énigmatique écriture arapéenne? Se pourrait-il que la clé de cette civilisation disparue soit encore enfouie sous les sables du temps? Système d'égout et d'assainissement. Peut-être l'aspect le plus impressionnant de Mohenjo-Daro est-il son système d'eau et d'égout. Pouvez-vous imaginer une ville d'il y a 4500 ans dotée de canalisations acheminant l'eau jusqu'aux maisons et de toilettes séparées à l'intérieur des habitations? C'est pourtant exactement ce que l'on y trouve. Les archéologues ont identifié des centaines de puits profonds, certains dépassant 20 mètres, qui fournissaient de l'eau potable aux habitants. À partir de chaque puits, l'eau pouvait être acheminée par des conduits en céramique ou en briques pour alimenter les maisons, et par la suite être dirigée vers un système d'égout souterrain. L'existence de toilettes privées est une preuve éclatante de l'importance accordée à l'hygiène. Les latrines et les bains étaient reliés à des canaux couverts qui se déversaient dans de grands canaux centraux, responsables d'évacuer les déchets hors de la ville. Ce niveau de planification suffit en lui-même à réfuter l'idée selon laquelle les sociétés anciennes étaient toutes rudimentaires en matière de santé publique. Le grand bain et les pratiques religieuses. Au sommet de Mohenjo-Daro, dans une partie élevée appelée la citadelle, se trouve une construction énigmatique connue sous le nom de Grand Bain. Il s'agit d'un bassin rectangulaire d'environ 12 mètres de long sur 7 mètres de large, muni d'escaliers des deux côtés et doté d'un système d'étanchéité réalisé avec un mortier naturel. Il était alimenté par l'eau du fleuve Indus ou de puits proches, et des canaux permettaient de le remplir et de le vider. On pense que le grand bain était utilisé pour des cérémonies religieuses ou des rituels de purification. Dans de nombreuses traditions asiatiques, l'eau est un symbole de vie, de pureté et de renouveau spirituel. Il n'est donc pas déraisonnable d'imaginer que ce lieu occupait une place centrale dans la religiosité des Harapéens. Cependant, comme nous ne disposons d'aucun texte déchiffré expliquant ces rituels, tout repose sur des hypothèses archéologiques. Quoi qu'il en soit, le fait qu'une civilisation de l'âge du bronze ait construit une structure aussi complexe à des fins rituelles démontre une préoccupation non seulement pratique, mais aussi symbolique. Chapitre 3. Rakhigarhi et autres grandes villes. Mohenjo-Daro est souvent sous les projecteurs lorsqu'on parle de la civilisation harapéenne, mais il ne faut pas oublier Harappa, la première ville excavée, ni Rakhigarhi, que certains spécialistes considèrent comme la plus grande ville de la vallée de l'Indus.
En plus de ces cités, il existe plus de 1000 sites archéologiques associés à cette culture, chacun apportant des pièces importantes au puzzle du passé. La découverte de Rakhigarhi. Rakhigarhi, situé dans l'État de Haryana, en Inde, a été identifié pour la première fois en 1963, mais ce n'est qu'en 1969 qu'elle a commencé à être étudiée de manière approfondie. Depuis lors, les fouilles ont révélé une ville encore plus vaste que Mohenjo-Daro, avec des couches d'occupation s'étendant sur plusieurs siècles. Sa superficie totale, estimée à plus de 224 hectares, fait paraître Mohenjo-Daro plus petite en comparaison, avec ses 100 à 200 hectares. Outre sa taille, ce qui retient l'attention à Rakhigarhi est la complexité de son urbanisme. Il existe des preuves de zones résidentielles, d'espaces publics, de structures ayant pu servir d'entrepôts ou de lieux de transformation des céréales, et même d'un système de collecte des eaux. La découverte d'objets tels que des ornements en coquillages et en pierres semi-précieuses indique que le commerce et l'artisanat jouaient également un rôle important dans l'économie locale. L'état actuel des fouilles. Bien qu'étant potentiellement la plus grande ville harapéenne, Rakhigarhi n'a pas fait l'objet de fouilles aussi poussées que Mohenjo-Daro ou Harappa, principalement pour des raisons politiques et économiques. Les sites archéologiques sont souvent en concurrence avec les besoins des populations locales, et il y a également des enjeux liés au financement, aux autorisations gouvernementales, à la préservation et même à des conflits territoriaux. Malgré tout, les rares fouilles réalisées indiquent déjà un degré de sophistication urbaine comparable, voire supérieur, à celui de Mohenjo-Daro. L'une des découvertes les plus récentes et les plus enthousiasmantes à Rakhigarhi concerne les études ADN menées sur des squelettes. Des recherches génétiques tentent de retracer l'origine des Harapéens et leurs liens avec les populations modernes du sous-continent indien, ce qui pourrait fournir des indices précieux sur les migrations, les contacts culturels et les influences éventuelles de la civilisation de la vallée de l'Indus sur d'autres cultures. Chapitre 4. Innovation technologique et économique. On a souvent tendance à penser que dans l'Antiquité, la plupart des sociétés vivaient selon des systèmes agricoles peu développés, avec des connaissances techniques limitées. Cependant, les preuves issues de Harappa, Mohenjo-Daro, Rakhigarhi et d'autres sites de la vallée de l'Indus contredisent cette idée. Les Harapéens étaient extrêmement ingénieux dans de nombreux domaines, notamment la métallurgie, la céramique, l'ingénierie, l'agriculture et le commerce. Standardisation des mesures et système de poids. L'un des aspects les plus impressionnants de la civilisation harapéenne est la standardisation des poids et des mesures. Les archéologues ont découvert des poids en pierre soigneusement sculptés sous forme géométrique régulière et de tailles différentes, mais respectant toujours des proportions comme le rapport 4:2:1. Cela suggère un système métrique cohérent, garantissant qu'un marchand de Mohenjo-Daro pouvait effectuer des transactions fiables avec un autre de Harappa ou de Rakhigarhi. La standardisation était essentielle dans les sociétés anciennes pour établir la confiance dans le commerce, notamment sur des routes s'étendant sur plusieurs centaines de kilomètres. Dans le cas des Harapéens, ce réseau commercial ne se limitait pas au sous-continent indien. Il existe des preuves d'interaction avec la Mésopotamie, le Golfe arabique et peut-être même des régions plus éloignées. Des objets harapéens ont été retrouvés sur des sites mésopotamiens et des sceaux de la vallée de l'Indus semblent avoir circulé comme marque d'authenticité ou de propriété. Métallurgie avancée. Un autre aspect technologique remarquable est la métallurgie. Les Harapéens maîtrisaient la production d'objets en cuivre, bronze, plomb et étain, créant des outils, des armes, bien que rares, des ustensiles domestiques et des ornements. L'uniformité dans la composition des alliages métalliques indique un haut degré de spécialisation. Il existe des traces de fours et d'ateliers, suggérant que la production en série d'articles standardisés aurait pu être une activité économique importante.
Ce progrès a permis à la civilisation arapéenne de développer des lames tranchantes, des pointes de flèches et des outils agricoles plus efficaces, stimulant à la fois la production alimentaire et le commerce des excédents. Il est probable que cette capacité métallurgique ait contribué à l'émergence d'une classe d'artisans spécialisés, dont le travail générait des produits prisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la vallée de l'Indus. Céramique et artisanat de haute qualité. Dans de nombreuses civilisations anciennes, la céramique constitue un précieux témoignage archéologique. Dans la vallée de l'Indus, il en va de même. La céramique arapéenne se distingue par la régularité de ses formes, ses peintures géométriques et ses motifs représentant des animaux et des symboles que l'on retrouve également sur leurs sceaux. Les archéologues ont identifié des fours spécialisés permettant d'atteindre des températures relativement élevées et homogènes pour la cuisson des vases et des briques. En plus de la céramique, les artisans travaillaient des pierres semi-précieuses, de l'ivoire, des coquillages et d'autres matériaux. Les bijoux, colliers, bracelets et amulettes retrouvés lors des fouilles indiquent qu'il existait une demande non seulement pour des objets utilitaires, mais aussi pour des articles de parure personnelle. Certains de ces ornements ont été découverts dans des régions éloignées, ce qui suggère que les Arapéens étaient d'importants fournisseurs de produits de luxe pour d'autres cultures anciennes. Chapitre 5. Structure sociale et organisation politique potentielle. L'un des plus grands mystères pour les archéologues et historiens est la manière dont une civilisation aussi vaste, s'étendant de l'actuel Afghanistan jusqu'à certaines parties du nord-ouest de l'Inde, a pu rester cohésive sans preuves évidentes de rois, pharaons ou autorités centralisées. Contrairement aux Égyptiens qui construisaient des pyramides pour leurs pharaons ou aux Sumériens qui édifiaient des ziggourats et des palais, les Arapéens n'ont laissé aucun grand monument symbolisant un pouvoir royal ou religieux. Absence de palais et de temples monumentaux. L'un des faits les plus intrigants est que, même dans les plus grandes villes comme Mohenjo-Daro et Harappa, il n'existe ni palais luxueux ni temples imposants. Ce que l'on observe, ce sont des édifices de taille relativement similaire, certains légèrement plus grands, mais sans l'opulence ni la hiérarchie de pouvoir caractéristique d'autres civilisations. Cette absence ne signifie pas qu'il n'y avait ni dirigeants ni chefs, mais plutôt que s'ils ont existé, ils ne se sont pas préoccupés de laisser des monuments pour affirmer leur autorité. Certains interprètent cette particularité comme un signe d'une société relativement égalitaire. Cependant, la réalité pourrait être plus complexe. Il est possible que l'administration ait été assurée par des conseils d'anciens ou des groupes d'élite, mais sans nécessité ni idéologie, poussant à la construction de palais pour afficher le pouvoir. Quoi qu'il en soit, l'absence de preuves de châteaux ou de palais est un sujet récurrent dans les discussions sur l'organisation politique de la vallée de l'Indus. Structure communautaire et le débat sur une démocratie primitive. Certaines théories suggèrent que chaque ville avait son propre conseil administratif, composé de commerçants, d'artisans et de dirigeants locaux. Ces conseils auraient pu rendre compte à une instance supérieure, chargée de standardiser les poids et mesures, de superviser les routes commerciales et de régler les conflits interurbains. Bien sûr, tout cela reste hypothétique, mais de nombreux chercheurs défendent l'idée que la civilisation arapéenne fonctionnait selon un modèle de gouvernance plus horizontal que vertical, ce qui serait exceptionnel pour l'âge du bronze. Dans certains cercles académiques, on débat même de l'idée que la démocratie, ou quelque chose s'en approchant, pourrait être bien plus ancienne que l'émergence de la Grèce classique. Il est peut-être exagéré de qualifier le régime arapéen de démocratique, mais il reste fascinant d'imaginer qu'une société sans preuve évidente d'armée permanente ni de monuments grandioses liés au pouvoir ait pu trouver d'autres formes de coordination collective. Chapitre 6. L'écriture arapéenne, une énigme encore indéchiffrée. S'il y a un élément qui empêche les chercheurs de comprendre pleinement le mode de vie des Arapéens,
c'est la difficulté à déchiffrer leur écriture. Ce système compte plus de 400 symboles différents, généralement gravés sur de petits seaux de pierre ou sur des fragments de céramique. Malheureusement, ces textes sont si courts qu'ils n'offrent pas suffisamment de contexte pour que les linguistes puissent établir des parallèles avec des langues connues. Pourquoi n'avons-nous pas encore trouvé une pierre de rosette de la vallée de l'Indus? Dans le cas des hiéroglyphes égyptiens et de l'écriture cunéiforme mésopotamienne, la découverte de documents bilingues ou trilingues, comme la célèbre pierre de Rosette, a été essentielle pour leur traduction. Dans la vallée de l'Indus, aucun texte ne juxtapose l'écriture arapéenne avec une langue décodée. Ainsi, les tentatives de traduction se limitent à l'analyse des schémas de répétition des symboles, de leur fréquence et de leurs possibles associations avec des figures d'animaux ou d'objets. Pour compliquer davantage la situation, de nombreuses inscriptions comptent en moyenne entre 4 et 5 caractères. Dans de rares cas, elles dépassent 10. Cette brièveté contraste avec des textes plus longs, qui facilitent généralement le processus de déchiffrage. Certains spécialistes suggèrent que l'écriture arapéenne pourrait être un système de logogrammes, où chaque symbole représenterait un mot ou un concept, plutôt que des syllabes ou des phonèmes. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un ensemble de marques à usage commercial, comme des étiquettes identifiant des marchandises ou des propriétés. Sans document comparatif, tout reste hypothétique. Comparaison et analyse informatique. Depuis le XXe siècle, plusieurs chercheurs ont tenté de déchiffrer l'écriture arapéenne en la comparant à des systèmes dravidiens, famille linguistique du sud de l'Inde, à des langues austro-asiatiques ou même à d'anciennes langues iraniennes. Plus récemment, des méthodes d'intelligence artificielle et des analyses informatiques avancées ont cherché à identifier des modèles statistiques susceptibles d'offrir des indices sur la structure linguistique. Certaines études relèvent des similitudes avec les langues dravidiennes, tandis que d'autres soutiennent que les symboles représentent des concepts et non des sons. Jusqu'à présent, aucune théorie n'a obtenu de consensus académique. Une récompense de $10 000 a même été offerte à quiconque parviendrait à déchiffrer un texte de 50 caractères, mais elle reste sans vainqueur. Tout cela fait de l'écriture arapéenne l'un des grands trésors cryptés de l'humanité, comparable, en termes de fascination, aux manuscrits de Voynich et à d'autres énigmes philologiques encore non résolues. Chapitre 7. Religion et culture matérielle. La forme de religiosité pratiquée par les Arapéens est un autre grand point d'interrogation. Contrairement à de nombreuses civilisations contemporaines, on ne trouve pas de grandes statues de dieux ni de temples gigantesques. Les indices dont nous disposons proviennent de petites statues, sculptures et sceaux représentant des figures humaines, des animaux et, dans certains cas, des symboles pouvant être liés à des divinités ou à des forces de la nature. Divinité possible est le roi prêtre. L'une des pièces les plus célèbres découvertes à Mohenjo-Daro est le fameux roi prêtre, une petite statue d'environ 17 cm de haut, sculptée en stéatite. Elle représente un homme à la barbe soigneusement entretenue, portant un bandeau sur la tête et un vêtement décoré. Certains voient dans cette figure un dirigeant spirituel ou politique, mais aucune preuve concluante ne permet d'affirmer qu'il s'agit réellement d'un roi ou d'un prêtre. Le nom lui a été attribué davantage par convention que par certitude historique. Une autre pièce emblématique est la danseuse, une statue en bronze d'environ 10 cm représentant une jeune fille, la main posée sur la hanche dans une posture suggérant un mouvement de danse. Elle porte plusieurs bracelets au bras gauche, montrant que les ornements personnels avaient une importance culturelle significative. Ces découvertes soulèvent des questions sur la place des performances artistiques, possiblement liées à des fêtes religieuses ou à des rituels communautaires. L'importance de l'eau et les bains rituels. Le grand bain de Mohenjo-Daro est probablement l'indice le plus solide de pratiques religieuses centrées sur le symbolisme de l'eau, associant purification et communauté. Aujourd'hui encore, l'ablution, bain rituel,
constitue un élément fondamental dans plusieurs religions asiatiques, et il est possible que la civilisation arapéenne ait joué un rôle précurseur dans ce type de rituel. Bien que nous ne puissions l'affirmer avec certitude, l'absence de temples élaborés et la présence de bains collectifs renforcent l'idée que la spiritualité arapéenne était peut-être tournée vers la nature et les éléments. Objets religieux ou quotidiens? Souvent, la distinction entre objets religieux et objets du quotidien est subtile. On sait que la civilisation arapéenne excellait dans la création de sceaux ornés de représentations d'animaux comme des taureaux, des buffles, des éléphants, des rhinocéros et même des créatures mythologiques. Ces sceaux ont pu servir aux transactions commerciales, mais certains chercheurs estiment qu'ils pouvaient également revêtir une signification rituelle ou totémique. Le fait que certains animaux apparaissent de manière récurrente sur ces sceaux suggère qu'ils auraient pu être des symboles de clan, de divinité ou de protecteurs. Chapitre 8. Le déclin mystérieux, théories et preuves. Peut-être la question la plus intrigante pour ceux qui étudient la civilisation arapéenne est-elle la suivante. Pourquoi s'est-elle effondrée? Bien qu'il soit établi que, vers 1900 avant notre ère, les villes montraient déjà des signes de déclin, les causes exactes de cet effondrement restent débattues. Les théories avancées vont des changements climatiques aux invasions de peuples venus du Nord, possiblement les Indo-Aryens, qui donneraient plus tard naissance à la tradition védique. La théorie de l'effondrement climatique. L'une des explications les plus largement acceptées aujourd'hui est que des modifications dans le cours des fleuves Indus et Gagar-Akra, parfois identifiés au mythique fleuve Sarasvati des textes védiques, auraient rendu l'agriculture insoutenable dans de vastes régions. La vallée de l'Indus dépendait des crues régulières pour irriguer les cultures, et toute modification du cycle de la mousson ou du lit du fleuve pouvait provoquer une catastrophe agricole. Des recherches paléoclimatiques et géologiques indiquent qu'une période de sécheresse prolongée aurait eu lieu dans la région entre 2200 et 1900 avant notre ère, coïncidant avec le déclin arapéen. À cette époque, le niveau des eaux aurait baissé, rendant la culture intensive impossible et forçant les populations à migrer vers des zones plus humides ou à adopter d'autres stratégies de survie. De plus, si le fleuve Gagar-Akra s'était effectivement asséché, une grande partie des établissements voisins auraient perdu un accès direct à l'eau. Invasion ou migration indo-aryenne? Au début des fouilles de Mohenjo-Daro, les archéologues ont découvert plusieurs squelettes éparpillés, ce qui a conduit à l'hypothèse que la ville avait été envahie et détruite par un peuple ennemi. L'idée d'un massacre a pris de l'ampleur lorsqu'elle a été associée aux textes védiques qui évoquent des conflits entre les envahisseurs aryens, peuples nomades indo-européens, et les Dasas, peuples locaux. Cette théorie était populaire dans la première moitié du XXe siècle, mais au fil du temps, diverses preuves, ou leur absence, l'ont affaiblie. S'il y avait eu une invasion massive, on s'attendrait à trouver des traces de destruction dans les fresques, des armes, des fortifications incendiées ou des ruines de grande ampleur. Or, il n'existe aucun témoignage clair de cela. Le nombre réduit de squelettes, environ 40, est dérisoire en comparaison avec une population estimée à plusieurs dizaines de milliers d'habitants. En outre, bon nombre de ces squelettes pourraient résulter de morts naturelles et de sépultures atypiques. Tout indique que le déclin s'est produit progressivement, les habitants quittant les villes à la recherche de terres plus fertiles. Mont des morts et autres contradictions. Le nom de Mohenjo-Daro, qui signifie Mont des morts, est apparu précisément en raison de ces squelettes découverts dans les années 1920. Mais, comme mentionné précédemment, leur nombre ne prouve pas un massacre généralisé. La ville aurait pu être abandonnée progressivement et les restes humains retrouvés ne seraient que des individus morts dans des circonstances isolées, peut-être en raison de maladies, de la famine ou même de conflits locaux. Il manque des preuves d'une extermination systématique et de nombreuses constructions ne présentent pas de dommages liés à des attaques ennemies. Chapitre 9.
l'influence arapéenne sur les civilisations postérieures. Même si la civilisation de la vallée de l'Indus a disparu en tant qu'ensemble cohérent de villes, son héritage a probablement survécu à travers des aspects culturels, génétiques et technologiques dans d'autres groupes apparus plus tard sur le sous-continent indien. Certains suggèrent que certaines pratiques religieuses de l'Inde actuelle pourraient avoir des racines dans la spiritualité arapéenne, notamment la vénération des divinités liées à la fertilité et au sacré féminin, connexion avec les cultures védiques. Après le déclin de la civilisation arapéenne, la région du nord-ouest du sous-continent a vu émerger les cultures védiques, associées aux textes sacrés connus sous le nom de Védas. Pendant longtemps, on a cru que les envahisseurs indo-ariens avaient balayé la culture locale. Cependant, des recherches plus récentes, y compris des études ADN, indiquent un scénario de continuité et de métissage culturel plus marqué. Il est possible qu'une partie des Arapéens ait été assimilée, influençant les croyances et pratiques des nouveaux peuples. Certains rituels védiques pourraient refléter des versions transformées d'anciennes traditions de la vallée de l'Indus, héritage dans l'architecture et l'urbanisme. Dans les périodes suivantes, en particulier avec l'émergence d'empires comme les Mauryas et les Guptas, on observe une préoccupation urbaine qui rappelle d'une certaine manière la rigueur du planificateur arapéen. Bien qu'il n'existe pas de preuve directe de continuité architecturale, le concept de ville organisée, avec des rues rectilignes et des quartiers distincts, pourrait avoir été influencé par les solutions adoptées dans la vallée de l'Indus. Aujourd'hui encore, l'idée de rues se croisant à angle droit et la gestion des réseaux d'eau apparaissent dans plusieurs villes d'Asie du Sud. Impact commercial et technologique. Comme mentionné précédemment, les Arapéens étaient des maîtres dans la standardisation des poids et des mesures, ce qui a sans aucun doute influencé le développement des échanges commerciaux dans les régions voisines. Ils entretenaient un contact actif avec les peuples mésopotamiens, échangeant probablement des marchandises telles que le coton, les pierres précieuses, l'ivoire, les métaux et les épices. Ce réseau d'échanges a laissé des traces qui se sont reflétées dans l'amélioration des routes commerciales de longue distance, dont certaines ont peut-être servi de base à des routes ultérieures, comme la route de la soie. Chapitre 10. Nouvelles frontières de recherche. Au XXIe siècle, la civilisation arapéenne demeure un terrain fertile pour les chercheurs du monde entier et de nombreuses études innovantes sont en cours. Des analyses ADN aux cartographes satellites, de multiples axes de recherche promettent d'apporter plus d'éclaircissements sur qui étaient ces peuples et comment ils vivaient. Archéogénétique et études ADN. Les progrès des techniques d'extraction et de séquençage de l'ADN ancien permettent de mieux comprendre l'origine des Arapéens et leur relation avec les groupes modernes. En 2019, par exemple, une étude axée sur un seul squelette trouvé à Rakhigarhi a révélé que la population locale ne présentait pas d'influence génétique significative des peuples des steppes, que beaucoup associent aux Indo-Ariens. Cela indique que, du moins en partie, la migration qui a conduit aux cultures védiques a été plus complexe et progressive qu'un simple remplacement ou extermination de populations. Technologie radar et télédétection. Un autre outil précieux est la télédétection par satellite, qui aide à identifier des schémas d'implantation et d'éventuelles structures enfouies. Des techniques de radar à pénétration de sol, GPR, permettent de cartographier les couches souterraines sans nécessiter d'importantes fouilles, mettant en évidence d'éventuels murs, fondations et systèmes de canalisation. Ainsi, les archéologues peuvent orienter leurs fouilles de manière plus précise, optimisant les ressources tout en préservant le site. Partenariat multidisciplinaire. L'étude de la civilisation arapéenne dépasse largement l'archéologie traditionnelle. Des équipes pluridisciplinaires intègrent des géologues, paléoclimatologues, biologistes, anthropologues médico-légaux et spécialistes en informatique.
Ces chercheurs apportent différentes perspectives, comme l'analyse des grains de pollen dans les sédiments pour comprendre les changements environnementaux ou l'utilisation de la modélisation informatique pour tenter de déchiffrer l'écriture arapéenne. La synergie entre ces disciplines accélère les découvertes et transforme notre compréhension du passé. Chapitre 11. Théories alternatives et curiosités. Chaque fois qu'une civilisation ancienne et mystérieuse est découverte, des théories alternatives, parfois très spéculatives, émergent. Certaines évoquent des contacts intercontinentaux, jusqu'avec des civilisations précolombiennes, des extraterrestres et des légendes proches de la fiction. Bien qu'il n'existe aucune preuve scientifique soutenant des idées comme celle des anciens astronautes dans la vallée de l'Indus, il est indéniable que la civilisation arapéenne suscite l'imagination du monde entier. Contact avec des civilisations lointaines. Une hypothèse marginale suggère que des navires arapéens auraient pu atteindre la péninsule arabique et peut-être la côte orientale de l'Afrique. En effet, des sources mésopotamiennes mentionnent la vallée de l'Indus sous le nom de Melouha, avec laquelle ils échangeaient de la céramique, du cuivre, de l'or et du bois. Cependant, jusqu'où ces échanges se sont réellement étendus reste incertain. Il n'existe pas de preuves concluantes indiquant qu'ils aient atteint d'autres parties de l'Afrique ou de l'Europe. Toutefois, comme de nouvelles preuves apparaissent occasionnellement, on ne peut totalement exclure la possibilité d'échanges limités dans des ports du Golfe Persique et de la mer d'Arabie. L'importance de l'Otal est le port de la vallée de l'Indus. L'Otal, situé dans l'actuel état du Gujarat, en Inde, est souvent cité comme une preuve majeure du commerce maritime avancé. Des fouilles ont révélé ce qui pourrait être une ancienne écluse ou un complexe portuaire, montrant que les Arapéens ne se limitaient pas uniquement aux routes terrestres. Ce port pouvait accueillir des embarcations naviguant dans le golfe de Kambat, facilitant les échanges commerciaux avec la Mésopotamie et d'autres régions côtières. La précision de la planification hydraulique à l'Otal renforce l'idée que ce peuple possédait une connaissance sophistiquée de l'ingénierie nautique, mythologie et la quête de la terre perdue. Dans certains récits mythologiques de l'Inde, il est fait mention d'une terre ancestrale associée à une rivière légendaire appelée Sarasvati. Certains lient ce mythe aux régions où la rivière Gagar-Hakra coulait avant de s'assécher. Parfois, la disparition de cette rivière est attribuée à une punition divine ou à un événement cataclysmique. Bien que cela puisse n'être que du folklore, l'intérêt nationaliste pour découvrir la véritable origine de la culture indienne a conduit à des recherches intensives dans le nord-ouest du pays, dont beaucoup visent à trouver des vestiges confirmant l'existence d'une civilisation avancée dans la région, possiblement liée aux Arapéens. Chapitre 12. Durabilité et héritage. Étudier la civilisation arapéenne n'est pas seulement un exercice de curiosité historique, cela offre aussi des enseignements pour le présent, notamment en matière d'urbanisme, de durabilité et d'organisation sociale. Bien qu'ils aient vécu il y a plusieurs milliers d'années, les Arapéens ont manifesté une attention remarquable à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier l'eau. Un urbanisme conçu pour résister au temps. Bien que leurs bâtiments soient aujourd'hui en ruine, la manière dont ils ont été conçus continue d'inspirer les urbanistes modernes. Rues en grille, quartiers bien définis, espaces de vie collective, systèmes de drainage efficaces, autant d'éléments que l'on retrouve dans les villes contemporaines cherchant à être fonctionnelles et durables. Bien sûr, en comparant les échelles et les technologies actuelles, la sophistication arapéenne impressionne par son caractère précurseur. La quête de la durabilité hydrique, l'un des plus grands défis du monde contemporain, est la gestion appropriée de l'eau, en particulier face au changement climatique. Les Arapéens ont démontré que, même à une époque sans pompe électrique ni station d'épuration, il était possible d'organiser des systèmes de collecte, de stockage et de distribution de l'eau. Puits profonds, canaux couverts et égouts souterrains
témoignent d'une société qui comprenait l'importance de l'assainissement de base pour la santé collective. En ce sens, ils étaient en avance de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'années par rapport à d'autres régions ayant négligé ces aspects fondamentaux. Coopération et organisation communautaire. Apparemment, la civilisation de la vallée de l'Indus a prospéré sans ériger de monuments gigantesques ni cultiver le culte de la personnalité d'un souverain unique. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas de hiérarchie. Mais cela suggère que la cohésion sociale reposait davantage sur des règles et des normes partagées que sur un régime oppressif. Pour une société qui s'étendait sur un territoire aussi vaste, cette forme d'organisation a pu être un facteur clé de son succès et aussi de son déclin lorsque les défis climatiques sont devenus insurmontables. Néanmoins, cette perspective laisse un message puissant. La collaboration communautaire peut être un élément fondamental pour affronter les crises collectives. Chapitre 13, l'avenir des recherches et les découvertes possibles. À chaque nouvelle saison de fouilles, des indices émergent et révolutionnent notre compréhension des Harapéens. Alors que certains sites sont relativement bien étudiés, comme Harappa et Mohenjo-Daro, d'autres, comme Rakhigarhi, continuent de révéler de nouveaux secrets chaque année. Le grand rêve de nombreux archéologues et linguistes est de découvrir quelque chose d'équivalent à la pierre de Rosette, un texte bilingue ou trilingue incluant l'écriture de la vallée de l'Indus et un autre système déjà déchiffré. Qui sait, si ce jour arrive, nous pourrons enfin lire les mots que les Harapéens eux-mêmes ont consignés sur leurs origines, leur culture et leur chute. L'expansion de l'archéologie numérique. L'usage de drones, de scanners et de modèles en 3 dimensions permet de documenter les sites archéologiques avec des détails impressionnants, préservant ainsi des informations pouvant être analysées par des chercheurs du monde entier, sans qu'ils aient besoin de se rendre sur place. Ces technologies accélèrent le partage des connaissances et minimisent le risque de destruction ou de détérioration d'artefacts uniques. Grâce à ces modèles numériques, des équipes situées dans différents pays peuvent collaborer simultanément, générant ainsi des hypothèses plus solides et plus complètes. Les grandes questions sans réponse. Qui étaient les Harapéens d'un point de vue ethnique et linguistique? Les études ADN donnent des indices, mais pas de conclusion définitive. Il est possible qu'ils soient les ancêtres directs de plusieurs populations qui habitent aujourd'hui le sous-continent indien. Avait-il une religion structurée ou un ensemble diffus de croyances? L'absence de temples monumentaux et la présence de symboles animaux suggèrent un panthéon différent ou une religiosité centrée sur les éléments naturels? Y a-t-il eu une influence réelle sur la civilisation égyptienne ou sumérienne, ou s'agissait-il d'un développement parallèle? Les réseaux commerciaux indiquent des échanges importants, mais on ne peut pas affirmer qu'il y ait eu une influence unilatérale. Il pourrait s'agir d'un échange réciproque, ou bien chaque culture aurait évolué de manière relativement indépendante, ne s'influençant que par le commerce de biens spécifiques. Comment fonctionnait réellement leur système d'écriture? C'est sans doute la question la plus intrigante. Si une découverte venait à déchiffrer ces symboles, nous pourrions accéder à des informations inestimables sur la politique, la religion, le commerce, l'art et bien d'autres aspects de la vie harapéenne. Chapitre 14. La fascination d'un monde perdu. La civilisation harapéenne, ou civilisation de la vallée de l'Indus, nous rappelle que l'histoire humaine est pleine de complexité et de surprises. Pendant longtemps, on a cru que les civilisations les plus anciennes et avancées étaient apparues sur les rives du Nil ou entre le Tigre et l'Euphrate. La redécouverte de villes comme Harappa et Mohenjo-Daro, au début du XXe siècle, a démoli cette vision simpliste et ouvert la voie à une meilleure compréhension du fait que, il y a déjà près de 5000 ans, un vaste territoire d'Asie du Sud abritait une société qui maîtrisait la métallurgie,
l'urbanisme, l'hygiène publique et le commerce à longue distance. Et pourtant, cette civilisation si brillante a disparu, ou plutôt s'est transformée, laissant derrière elle des ruines, des sceaux cryptés et peu d'indices sur son organisation politique et religieuse. A-t-elle été décimée par des inondations? A-t-elle subi de longues sécheresses rendant l'agriculture impossible? Ces villes ont-elles été abandonnées progressivement tandis que leurs habitants cherchaient des régions plus stables? Tout indique que le déclin fut un processus multifactoriel et progressif, sans violence massive ni cataclysme majeur, contrairement au scénario dramatique longtemps imaginé. Malgré le silence qui entoure son écriture, la civilisation harapéenne reste vivante à bien des égards. Ses techniques de construction, sa culture matérielle et possiblement des traces génétiques ont perduré dans les cultures postérieures, façonnant l'identité régionale au fil des siècles. Et pour nous, qui faisons face à des défis environnementaux, politiques et sociaux, contempler la sophistication d'une société qui existait il y a plus de 4000 ans peut offrir de profondes réflexions sur l'urbanisme durable, la gestion des ressources et la coopération communautaire. Chaque nouvelle découverte archéologique dans la vallée de l'Indus est une invitation à revisiter nos certitudes sur le passé. L'absence de documents déchiffrés nous oblige à analyser les vestiges matériels, céramiques, sceaux, édifices, squelettes, et à reconstruire l'histoire d'une civilisation qui a laissé des traces durables, mais sans nous léguer un récit écrit. C'est un puzzle fascinant, dont la solution complète pourrait ne jamais émerger, mais dont l'assemblage progressif nous enseigne la véritable nature de la connaissance historique. L'avenir appartient au passé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations pour avoir plongé dans cet univers lointain. L'histoire des Harapéens recèle encore de nombreux chapitres et à chaque découverte, l'humanité en apprend un peu plus sur elle-même. Après tout, comprendre les origines des premières villes et sociétés complexes est essentiel pour saisir comment nous en sommes arrivés là où nous sommes. Le passé, en ce sens, n'est pas qu'un simple registre d'événements, mais un véritable laboratoire d'idées, de réussites et d'erreurs qui continuent de façonner notre présent. Et vous, quelle théorie sur la fin de la civilisation harapéenne vous semble la plus plausible? Un désastre naturel, une migration progressive ou un autre facteur encore inconnu? Laissez votre commentaire, partagez cette vidéo avec vos amis passionnés d'histoire et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures à travers les mystères du passé humain. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps. Nous nous retrouverons bientôt pour une autre expédition vers l'inconnu.